La guerre en Ukraine, on y vient donc avec ces images qui nous arrivent du Donbass, regardez, et qui permettent une nouvelle fois de mesurer la violence des combats qui s'y sont déroulés et surtout l'état de dévastation de la région. Image prise dans la petite ville de Marinka, 10 000 habitants avant la guerre. On est au sud de Donetsk et on voulait absolument vous montrer ces images de drone ce soir, juste avant d'accueillir notre invité de 22h50. Bonsoir Piotr Tolstoï. Bonsoir, bonsoir. Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous êtes le vice-président de la Douma, l'Assemblée russe, en direct de Moscou avec nous ce soir. Ces images, Piotr Tolstoï, de désolation pour nous rappeler la folie de cette guerre que vous avez déclenchée il y a quasiment un an. Pourquoi vouloir raser une ville comme celle-là, Piotr Tolstoï? Personne ne voulait raser aucune ville. Le problème, c'est que avec l'aide occidentale, aujourd'hui, les Ukrainiens ont des vraies pertes. Déjà, ils ont perdu une centaine de milliers de soldats et les combats qui se déroulent sur Donbass prouvent encore une fois que cette attitude européenne, soi-disant solidarité avec l'Ukraine, amène des nouveaux morts dans cette région et dévaste les villes. Donc, moi, malheureusement, je ne peux pas voir l'image, mais j'ai vu ces villes par mes propres yeux quand j'ai été à la ligne du front. Et donc, je peux vous dire que déjà, il y a tout un effort pour renouveler ces territoires. Par exemple, dans Mariupol, qui récemment était comme cette image que vous avez montrée. Aujourd'hui, il y a une centaine de maisons, des nouveaux logements qui ont été construits par la Russie. Vous avez rasé Mariupol et vous récupérez Mariupol derrière anéanti. Et vous avez beau jeu derrière de dire, regardez, on reconstruit. Enfin, c'est le pompier pyromane. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que malheureusement, à cause de votre aide et à cause de votre soutien, la guerre dure déjà un an. Nous, on a le temps devant nous. Mais pour vous, j'ai des doutes que vous avez autant de temps devant l'Europe avec la solidarité. On va en parler ce soir, Piotr Tolstoï, évidemment. Il y a du monde en plateau, vous ne les voyez pas non plus, vous allez les entendre. Il y a du monde en plateau, vous le savez, pour vous interroger. Je salue Elsa Vidal, qui est arrivée avec nous, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Guillaume Ancel, qui est là également, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur d'un casque bleu chez les Khmers rouges aux éditions des Belles Lettres. Merci Guillaume d'être là. Sergei Girnov est là aussi, ancien officier du renseignement du KGB, auteur de L'Engrenage, que veut Poutine, aux éditions Albin Michel. Michel Goya, que je salue. Bonsoir Michel, notre consultant en défense. Ulysse Gosset est là également. Merci Ulysse d'être là. Piotr Tolstoï, je reste sur les images que l'on a vues à l'instant de Marinka et également sur ce que vous disiez sur les morts, sur les victimes. Alors vous allez sans doute contester ces chiffres, mais les Occidentaux, les Norvégiens notamment, l'armée norvégienne, ces dernières heures, estiment que cette guerre a déjà fait 180 000 morts ou blessés côté russe, 130 000 côté ukrainien, en comptant les victimes civiles. Pour quel résultat un an après, Piotr Tolstoï? C'est une boucherie pour rien. Non, pas du tout. C'est pour la victoire dans cette guerre. Mais vous me permettez d'avoir les doutes sur l'information de la marine norvégienne. C'est un peu étonnant qu'ils sont autant au courant de tout ce qui se passe en Ukraine, parce que Norvège est quand même un peu éloignée. Mais il faut que je vous rappelle que durant 8 ans avant le début de l'opération spéciale russe, les Ukrainiens ont bombardé Donetsk et la région de Donetsk pro-russe. Durant 8 ans, ils ont dévasté les villes et les villages. Et ce n'est pas les Russes qui ont commencé cette guerre, c'est les Ukrainiens qui ont commencé cette guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant. Piotr Tolstoï, les pro-russes sont allés voler des terres aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour déclencher une guerre? Écoutez, voler des terres, c'est pas la même chose que voler les vies humaines. À mon avis, pour vous et pour moi, les vies humaines sont beaucoup plus importantes. J'espère que cette guerre va terminer, j'en suis sûr et certain, par notre victoire. Mais plus vous aidez à l'Ukraine, plus long sera la guerre, plus on aura des victimes. Ça, c'est clair pour nous et pour vous, malheureusement, non.
Elsa Vidal, je vous vois déjà réagir au propos de Piotr Tolstoï. Oui, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je voulais Elsa. revenir sur un propos que vous n'avez pas pu développer, qui était que ça allait être particulièrement difficile pour nous plutôt que pour la Russie. J'imagine que quand vous dites pour nous, vous pensez à l'Europe, ou est-ce que vous pensez spécifiquement à la France? Et en quoi pensez-vous que nous sommes en situation plus difficile que la Russie dans cette guerre? Bah, vous savez, Elsa, c'est ce qui est pour nous était étonnant, c'est qu'après le coup d'État de 2014, nous avons pensé que l'Ukraine va européiser, va devenir plus un pays plus européen. En revanche, on voit que les pays de l'Europe, les pays qui font partie de l'Union européenne, passent à l'ukrainisation. Donc le processus est à l'envers, parce que vous êtes en train de perdre votre souveraineté. Toutes les décisions sont prises à Washington, notamment les décisions à fournir les chars allemands doivent être adoptées à Washington. Vous avez en crise économique, et récemment sur le plateau on a parlé des grèves, mais c'est que le début parce qu'il y aura encore une crise énergétique derrière pour l'hiver prochain. Et donc le troisième trait de cette ukrainisation de l'Union européenne, c'est, si vous me permettez, un peu les déclarations politiques du style carnaval, un peu rigolo, mais en même temps très dangereux pour l'Europe. Parce que quand les Européens disent pas de négociation avec les Russes, on va gagner sur le terrain, j'aimerais bien encore une fois vous rappeler que sur le terrain, 2 fois, l'Europe a perdu à les Russes. Une fois en 1812, quand les Russes étaient à Paris, l'autre fois en 1945, quand les Russes étaient au Berlin. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des problèmes pour l'Europe. Plus vous insistez dans votre solidarité avec l'Ukraine, plus vous aurez des problèmes dans le futur proche. On va parler de cette solidarité. On pourrait relever tout ce que vous dites, évidemment, quand vous parlez notamment du coup d'État de 2014 et de la révolution de Maïdan, que visiblement vous n'avez pas digéré. Ça, on le savait, et vous continuez à parler de coup d'État. Guillaume Ancel. Oui, une question, si vous voulez bien, ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de Prigojine et de la milice Wagner, cette société de mercenaires et de repris de justice? Vous en avez besoin pour faire la guerre en Ukraine? Votre armée ne suffit pas, elle est incompétente pour mener cette opération militaire spéciale au point que vous ayez besoin de cette société? Bah, écoutez Guillaume, le rôle est le même que les mercenaires américains, par exemple, qui sont aujourd'hui en Ukraine, les mercenaires canadiens, le régiment qui s'appelle Mozart. J'espère que vous, comme militaire, avec l'histoire, vous connaissez un peu ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Wagner est en train d'éliminer des centaines de mercenaires polonais qui font la guerre contre les Russes en Ukraine. Donc, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'au moment quand il y a cette implication des citoyens de l'Union européenne dans la guerre contre la Russie, quand il y a l'implication par le fournissement de chars, des armements en solidarité avec la pauvre Ukraine, vous êtes sur la glace assez fragile. Parce que Piotr Tolstoï, d'abord, en termes de proportion, la présence de mercenaires occidentaux, comme vous le dites, je pense, n'a rien à voir avec, pour le coup, les milliers, les dizaines de milliers de soldats enrôlés ou soldats ou combattants enrôlés par Wagner. Et simplement, je voulais vous raconter une histoire ce soir, qui était racontée par le Figaro ce matin, histoire publiée ce matin. Ça se passe en Russie, évidemment. Stanislas Bogdanov, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, jeune homme condamné à 23 ans de prison pour avoir torturé et assassiné un magistrat russe à coups d'haltère dans la tête. C'est précis. 23 ans de prison, il en a fait la moitié avant d'être enrôlé dans la milice Wagner et de retrouver aujourd'hui la liberté après avoir combattu pendant 6 mois. Comment est-ce que vous pouvez accepter cela? Vous, le vice-président de la Douma, vous êtes là pour faire la loi en Russie. Comment est-ce que vous pouvez accepter, de céder à un individu comme Prigojine ce pouvoir-là de libérer quelqu'un, de le relâcher après avoir assassiné un magistrat? D'abord, il y a des différents cas de ces gens qui sont dans les régiments de Prigojine, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Nous avons la loi et c'est le président qui signe chaque document sur chaque condamné s'il est libéré. Les gens qui veulent
défendre leur patrie avec l'armée, ils ont droit, comme par exemple les Canadiens, les Américains et les Polonais qui sont en train de défendre l'Ukraine. Mais là, on parle des Russes. Vous validez donc le fait qu'on remette en liberté quelqu'un qui a tué? Écoutez, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais durant la guerre, les gens, ils tuent, oui, effectivement. Et mais là, c'était, vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'était avant la guerre. L'histoire, le scoop de Figaro, c'est quelque chose pour moi tellement évident que je ne comprends pas votre étonnement. Ces gens-là, ils sont en train de défendre les intérêts de leur pays. Et s'ils le font bien, dans un an ou dans un an et demi, ils ont droit d'être libérés, c'est tout. Notre étonnement, Piotr Tolstoï, vient du fait que dans un état de droit comme le nôtre, ça ne pourrait pas se dérouler comme ça, et ça ne se déroule pas comme ça aujourd'hui. Mais je reprends, la question de Guillaume Ancel tout à l'heure, parce que vous n'y avez pas complètement répondu. Attendez, vous n'y avez pas complètement répondu. Est-ce que vous avez besoin de Wagner pour faire la guerre? Sur la Légion étrangère, chez vous. Vous ne connaissez pas les histoires en Afrique. Vous avez oublié Légion étrangère, vous l'ignorez pas, puisque vous avez beaucoup travaillé avec la France. Démocratie en Afghanistan et en Irak. Pourquoi vous dites que je suis désolé, mais la Légion étrangère, ça fait partie de l'armée française. Ce sont des soldats d'origine étrangère, mais il n'y a pas de criminels de sang. Vous recrutez des criminels pour aller faire la guerre en Ukraine. Et donc ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin d'eux? Vous ne sauriez pas faire sans eux? C'est ça, en fait, votre problème? Écoutez, avec eux, on est beaucoup mieux parce que aujourd'hui, la libération de Soledar et la libération de Artyomovsk, ça c'est les régiments des Prigojine qui ont fait ça, et donc ça a été reconnu par le ministère de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la relation entre le président Poutine et M. Prigojine, alors que j'entends par mes contacts au ministère de la Défense russe que la Défense aimerait bien écarter Prigojine parce qu'ils estiment que c'est une armée qui est totalement incontrôlable et qui en fait du tort à l'armée russe. J'ai du mal à comprendre la relation entre les trois. Écoutez, moi, je ne suis pas un expert dans les relations de M. Poutine avec... Vous n'êtes pas vice-président de la Douma, par hasard? Je suis vice-président de la Douma, donc j'ai été élu durant les élections, mais pas pour étudier les relations entre Poutine et Prigojine. J'ai connu M. Prigojine quand il a travaillé au Kremlin, et on a discuté très bien les recettes de la cuisine russe avec lui. Mais depuis, il a changé... Il aurait peut-être dû rester dans ses cuisines, en fait. Oui, mais il a changé un peu la cuisine, mais il est toujours très efficace. Ça, c'est clair. Malheureusement, si par exemple les gens du ministère de la Défense dont vous avez cité étaient si efficaces sur le terrain, il n'y avait pas la nécessité de Prigojine. Une question, toujours sur Prigojine. Bakhmout, ville qui n'est toujours pas prise par l'armée russe après des mois de combat. Est-ce que ce soir, c'est un échec pour Prigojine ou un échec pour l'armée russe? Non, c'est pas un échec, c'est un échek pour l'armée ukrainienne parce qu'ils ont déjà brûlé à Bakhmout plus de 40 000 soldats, et ça c'est une décision de M. Zelensky assez idiotique. Nous, on est en train de encercler le Bakhmout, et dans les jours qui viennent, il sera pris, le Bakhmout. Mais il faut quand même que vous compreniez que prendre une ville ou prendre un village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dniepr, ça ne va pas terminer ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations, dont vous, je veux dire pas vous personnellement, mais en grosso modo l'Occident, les États-Unis, les Britanniques, l'Union européenne, ne laissez pas aux Ukrainiens d'avoir les négociations avec les Russes. Vous dites non, c'est pas le temps. Il faut gagner sur le terrain. Alors, on verra bien où va s'arrêter l'armée russe. Mais les négociations, elles sont impossibles à partir du moment où vous dites il ne pourrait y avoir de négociations que quand les Ukrainiens accepteront nos conditions. C'est pas ça, de négocier. Non, on dit pas ça. Et si vous connaissez les négociations à Istanbul, qui ont été interrompues par M. Johnson et par les coups de fil de Washington, on a approché avec les Ukrainiens à une résolution du conflit. Mais malheureusement, on les a pas laissés de signer avec les Russes aucun document. Et évidemment, les territoires qui sont contrôlés par la Russie ne vont jamais revenir en Ukraine. Ça, c'est clair. Plus long
plus loin on est des négociations, plus difficile sera de négocier. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Parce que quand nous serons à Kiev, ça serait inutile de mener des négociations, peut-être avec les Polonais, mais pas avec les Ukrainiens. Vous avez toujours, pardon, Piotr Tolstoï, vous avez toujours ça en tête. Kiev, que vous n'avez pas réussi à prendre il y a un an. Vous avez toujours ça en tête. On a ça dans nos plans militaires. C'est pas les fantaisies. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir l'année dernière, alors que vous aviez l'avantage de la surprise? Pour l'instant, on va pas avoir les pertes colossales avec la résistance ukrainienne. On va aller petit à petit. Donc, vous inquiétez pas. Ça, c'est la tactique et la stratégie. Ah oui, donc vous avez perdu à Kiev il y a un an parce que vous l'aviez décidé. C'est intéressant. Et vous dites quoi des 700 000 Russes jeunes qui ont quitté le pays, en fait? C'est les estimations du FSB. Je ne suis pas sûr dans ce chiffre-là parce que... Vous n'êtes pas sûr du FSB? FSB... Non, mais ce n'est pas FSB qui vous dit ça. Vous avez lu ça dans le journal. Malheureusement, c'est la qualité d'analyse, Elsa. 200 000, 300 000, 400 000. Mais ces gens-là, je peux vous dire, soit ils vont revenir en Russie et ils vont revenir en Russie en condition de participer dans la défense du pays, soit ils vont jamais revenir. Ça, c'est tout à fait clair. Et on va faire tout pour que les gens qui ont refusé leur service militaire en Russie, qui aujourd'hui se trouvent aux alentours d'un Kazakhstan, Arménie, dans les pays voisins, qu'ils ne vont jamais prendre les postes importants ou un grand business dans la Russie de futur. Vous êtes en faveur de la saisie de leurs biens? Non. On peut saisir le bien seulement après le procès, après le jugement. Pour ces gens-là, on ne fait pas un procès. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, comme les citoyens russes, ils payent par exemple 13% d'impôt sur le revenu, mais après avoir resté 6 mois à l'étranger, ils vont payer 30% d'impôt sur le revenu. Donc pour eux, ça serait ça la différence. Piotr Tolstoï, question ce soir en direct sur BFM TV de Sergueï Girnov pour vous. J'ai pas la question, mais c'est plutôt une remarque parce que bon, c'est vrai que Monsieur Tolstoï, on le connaît, donc il a une très très mauvaise foi manifeste quand il fait ses déclarations. On peut reprendre point par point ces déclarations. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que c'est une personne cultivée qui a travaillé pour la France, qui a étudié le français, qui est un journaliste qui a travaillé pour Le Monde, pour France Presse à Moscou, et donc qui a changé complètement de discours maintenant. Mais en fait, ce qui m'a extrêmement étonné aujourd'hui, c'est que M. Tolstoï a osé contredire le président russe. Et donc, est-ce que c'est un rébellion? Parce que le vice-président de la Douma, il a prononcé le mot de guerre, qui est interdit en Russie, pour lequel les gens vont en prison en Russie et sont condamnés à 7 ans de prison. Et M. Poutine dit, nous ne menons pas une guerre, nous menons une opération spéciale. Et M. Tolstoï, depuis toutes ses déclarations, parle de guerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, M. Poutine a dit, nous avons commencé cette opération spéciale pour ne pas conquérir les terres ukrainiennes. Et là, M. Tolstoï dit, on ne va pas arrêter cette guerre tant qu'on n'a pas conquis toutes les terres. Et ça, j'adore M. Tolstoï parce que normalement, si vous n'aviez pas l'immunité de la Douma, vous serez en prison normalement. Votre réponse, Piotr Tolstoï. Monsieur Girnov, vous permettez que je vous réponde. Vous avez aussi retourné votre casquette en étant agent KGB. Aujourd'hui, vous êtes analyste sur la télé française. Mais je peux vous dire que l'opération spéciale militaire que vous appelez une guerre en Ukraine va se dérouler jusqu'à ce qu'on ne termine pas le processus de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Par contre, les coups de l'aviation et des missiles russes sur le territoire de l'Ukraine, c'est dans le cadre de décommunisation. Parce que toutes les stations électriques ukrainiennes, tout le potentiel qui aujourd'hui travaille pour la guerre du côté ukrainien, c'est le potentiel créé par l'Union soviétique, donc par les communistes, monsieur Girnov. Mais monsieur Tolstoï, vous répondez pas. Vous répondez pas. Notamment, vous ne répondez pas, notamment sur ce que vous disiez, Sergueï, à l'instant, c'est-à-dire vous reconnaissez que c'est une guerre de territoire. Vous êtes là pour récupérer les territoires, ce que ne dit pas Vladimir Poutine. Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une guerre de territoire. C'est une guerre pour assurer la sécurité de la Russie, qui a été ignorée par
l'OTAN et les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années. Et c'est une guerre pour démilitarisation de l'Ukraine, qui a reçu l'aide militaire de l'Occident et a commencé à recevoir juste après le coup d'État de 2014. Coup d'État parce que c'est votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a garanti à M. Yanukovych que ça n'aura pas lieu et du coup, un coup d'État a eu lieu. Donc, la Russie a garanti. La Russie a garanti en 1994, quand l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires à la Russie a garanti sa sécurité et sa souveraineté territoriale. Et d'ailleurs, vous savez très bien, M. Tolstoï, que vous avez violé la Charte des Nations Unies, que vous êtes condamné par la communauté internationale, par les Nations Unies et par le Parlement. Et la dernière question pour vous, M. Tolstoï. Vous savez que le Parlement européen a voté déjà la décision de créer un tribunal international et j'aimerais avec beaucoup de plaisir, vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu, je vous garantis. Göring disait la même chose en 1945. Et Ulysse Gosset vous répond ce soir. Non. Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait référence à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure, qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré 1 an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que cela, c'est pas un échec terrible que d'avoir voulu finalement lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets, avoir tué autant d'Ukrainiens, puisqu'on parle également de 100 000 morts ukrainiens. Alors, on a vu les chiffres du général norvégien qui parle, lui, de 180 000 Russes morts et blessés. Est-ce que ça, c'est pas un échec terrible? Et sans parler de Nuremberg, est-ce que vous ne pensez pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué autant de gens, des comptes au régime de Vladimir Poutine? Ulysse, d'abord, commençons par les faits, par les chiffres. J'ai des doutes que le général norvégien connaît les vrais chiffres. Donc, laissons les chiffres à côté. Deuxièmement, mais non, on ne peut pas laisser les chiffres de côté. Un général américain, le chef d'état-major américain, lui-même parle de 100 000 morts. Vous ne pouvez pas les nier, ces morts. Vous avez les idées américaines et les idées des généraux norvégiens. Je peux vous citer les généraux vietnamiens ou les spécialistes sud-africains. Mais donnez-nous vos chiffres alors. Donnez-nous vos chiffres, Piotr Tolstoï. Écoutez, nous, on n'a pas les chiffres ni des morts, ni des blessés actuellement récentes. Mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des centaines de milliers. Besoin de mobilisation alors. Mais pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie. C'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de M. Brejnev, d'amener là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par les soviétiques fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé
que le narcotrafic derrière eux. Non, Donc, mais là, votre idée ça, en c'est une Ukraine, mauvaise l'idée en comparaison. Ukraine de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe